J'en fais volontiers l'aveu. J'ai toujours été attiré par les quartiers riches. Parfois, quand l'envie est très forte, je me décide à y aller. Il me faut alors faire la traversée de Paris en autobus, du 14e au 17e, du sud à l'ouest. Et je ne sais rien qui me donne un plaisir plus complet ni plus sûr que ces équipés. Par beau temps, et lorsque je me sens au mieux de ma condition physique, je fournis l'effort d'aller à pied jusqu'à ce que l'on nomme le sectionnement, rue Raymond-Losserand. Je ne suis pas du tout opposé aux exercices corporels. Cela me dégourdit l'âme. Par surcroît, ces petits succès remportés à bon compte sur moi-même me sont bien agréables. On a tort de croire généralement que je n'ai pas d'énergie morale. Et j'en viens à un autre aspect de la question. Tout en lambinant, je réalise un bénéfice matériel d'1 ticket. C'est un trait de mon caractère. Je ne suis toujours plus aux économies de bout de chandelle. À ce jeu, j'étais parvenu en quelques semaines à amasser ainsi pas à pas une bonne douzaine de tickets. J'étais content, mais par malheur, alors que je me trouvais il y a 3 jours sur la plateforme d'un autobus, une rafale a emporté un carnet presque intact que je tenais à la main. Je l'ai vu s'envoler, puis tomber sur la chaussée humide. J'ai eu passagèrement l'impression d'être l'objet d'une grande injustice. À qui s'en prendre? En tout cas, on a une drôle de façon de récompenser l'énergie morale ici. Nous voilà partis. L'avenue du Maine est large et bordée d'arbres qui ne sont ni des marronniers ni des platanes. Je n'en connais pas le nom. La plupart des constructions datent des années 90. Ce n'était pas l'âge d'or de l'architecture. Il y passe peu de gens. Dès la venue du soir, elle est dépeuplée tout à fait, et sinistre. Elle était naguère malfamée, dit-on. Esther y a toujours peur un peu, même à mon bras. En résumé, c'est une avenue triste. Il est des avenues tristes, on ne saurait bien expliquer pourquoi. De même qu'il est des personnes tristes. Non, je ne l'aime pas. On dépasse le garage des Corbillards, on arrive rue Raymond-Losserand. Une des conséquences de la guerre a été le changement de l'appellation de nombreuses rues. Un héros chasse l'autre. Les habitants ont également changé. Le cimetière, j'ai dit que c'est une avenue triste. On entreaperçoit le dernier moulin des Montparnasse. Sur une maison d'1 étage, il y a une stèle commémorative dont j'ai appris peu à peu le texte par cœur. Ici sont morts, victimes de la science, Séveraud, aéronaute brésilien, et le français Sachet, chute du dirigeable Pax le 12 mai 1902. Sur la même façade, aujourd'hui repeinte et modernisée, il a subsisté longtemps une ancienne inscription commerciale. Corset pour dames. On était simple en 1902, et sensible. On apposait une plaque en l'honneur de 2 aéronautes tombés du ciel en plus léger que l'air, un jour de mai, sur la boutique d'une corsetière de l'avenue du Maine. Quel tintouin ça a dû faire dans le voisinage. Les dirigeables portaient des noms pacifiques. Depuis lors, on a vu dégringoler des aéronautes par milliers. Les dames ont renoncé au corset, et la science continue à faire des victimes. Je penche la tête au dehors, le vent me dépeigne, les émanations d'essence me donnent le vertige. « Mon père Ness !» annonce le receveur. Comment se fait-il qu'au beau jour, il y ait constamment au pied du pont métallique du chemin de fer 2 ou 3 vagabonds qui prennent des bains de soleil tout habillés dans des postures d'estivants? Est-ce l'odeur persistante d'urine qui les amène? Avant la guerre, j'ai été témoin sous ce pont de l'arrestation d'une femme par 4 inspecteurs. 2 lui tenaient les chevilles, 1 lui tenait la tête. Il la portait, puis la traînait plutôt. Elle hurlait en se débattant. Par instants, sa jupe se relevait, on voyait le blanc de ses cuisses. Quant au 4e policier, il lui donnait un coup de soulier dans le dos de temps à autre. Ainsi, il pouvait être accusé de tirer au flanc. C'est vraisemblablement ce qu'on appelle faire son devoir. Qui était-ce? Une voleuse? Une pocharde? Une fille publique? Peu importe. On n'était pas encore familiarisé avec la violence. Je n'avais encore jamais vu 4 hommes maltraitant une femme. On n'avait pas encore entendu parler des nazis. On ignorait même la signification de ce terme. Nous en avions 4 sous les yeux, des précurseurs en quelque sorte.
Il s'est passé ultérieurement bien des choses du même ordre, cris, coups, blessures, oui. Pourtant, je ne puis oublier cette scène. Ça a été mon baptême de l'horreur. Il faut un commencement à tout. C'est là que je prends le 92. C'est là que je quitte mes terres. Il y a 4 ans à peine, Léon-Paul Fargue vivait encore dans cet immeuble blanc qui forme l'angle du boulevard et de la rue de Sèvres. Je l'ai vu couché dans son lit. Il vient de la rue de Sèvres des senteurs de ferme, de fourrage. Tout à côté, il y a une horloge qui me plaît infiniment. Elle est ronde et blafarde comme les autres, mais elle a ceci de particulier qu'elle marque midi ou minuit, moins 3 minutes, depuis des mois, ou peut-être davantage. Moins 3, c'est une heure qui me convient. J'estime que c'est rassurant, qu'il n'est pas trop tard, que j'ai encore quelque temps devant moi. C'est mon heure. Au fond, j'ai une tendresse pour les objets détraqués, pour les vieilleries. J'aurais probablement voulu vivre à l'époque des sabliers ou des clepsydres, ou des cadrans solaires, ou avant cela encore, quand il fallait se débrouiller tout seul parmi le ciel et les étoiles, quand le temps était silencieux. Il paraît qu'il existe des insectes coléoptères que l'on nomme les horloges de la mort, à cause du bruit régulier qu'ils font en attaquant le bois des meubles. Les petites horloges de la mort ont grimpé les marches une à une jusqu'à l'entresol de la Maison Blanche où les attendait Léon-Paul Fargue, et elles ont sonné pour lui. À gauche, l'institution des jeunes aveugles, d'où vont et viennent des adolescents qui avancent en titubant et en frappant le sol de leurs cannes blanches. En face, l'hôpital des enfants malades. Encore une région attristante. On y rencontre des prêtres surtout, des infirmières, des nonins, des femmes âgées. L'autre matin, j'ai croisé une femme pauvre qui portait 2 chaussures d'enfant et un petit manteau sur le bras. Elle pleurait. Elle sortait de l'hôpital. Fargue ne voit plus rien non plus de la ville. Il ne lui déplairait certainement pas de faire encore un bout de chemin avec nous, le ventre appuyé contre la main courante sur la plateforme du 92, dans un présent plus ou moins aimable, qui roule et qui s'en va. Nous sommes dans les avenues aux grandes largeurs, aux grands noms, au milieu d'une gloire militaire authentique et durable. Villars, Duquesne, Ségur, Tourville. L'autobus longe l'avenue Bosquet. Maréchal de France, grièvement blessé à Malakoff. D'une large baie du quai d'Orsay, j'ai regardé couler la Seine avec Giraudoux autrefois. Il en était un peu amoureux lui aussi. Elle est restée belle. Les fleuves ne vieillissent qu'imperceptiblement. Giraudoux mort, Fargue mort. Mort en 4 lettres. Pas de semaine que je ne sois forcé de rayer un nom ou 2 sur mon carnet d'adresses. Parti sans laisser d'adresse. J'écris de moins en moins. À la longue, on n'aura plus que des morts dans ces relations. Je n'écrirai plus du tout. On s'appuie sur trop de cadavres. Ça finira par céder un jour. On va se casser la figure. À partir de l'Alma, il semble que l'on accède à une autre ville. Les autos sont plus brillantes que chez nous, les bâtisses sont plus belles, les femmes aussi. Il semble que l'existence ait plus de prix, qu'elle vaille davantage. Il semble même que la qualité de l'air soit quelque peu différente, plus fine. On a l'illusion d'être à l'étranger, en transit seulement. Il est plaisant de passer ainsi d'un univers modeste à l'opulence et à la grandeur, du froid au chaud, des senteurs de poissons de l'avenue d'Orléans aux fragrances des dames à fourrure. Il n'en coûte que 3 ou 4 tickets d'autobus, et l'on rentre chez soi tout parfumé. Je descends à l'Étoile. Oui, j'aime les vastes et longues avenues qui partent de l'Arc de Triomphe ou qui y aboutissent. J'aime leurs noms.
Il souffle continuellement par là une brise de gloire et d'éternité qui ne vient pas dans nos rues où l'on prend petit à petit l'habitude de regarder les hommes et les choses par le gros bout de la lorgnette. C'est ce qui nous fait le plus défaut. Une certaine ampleur de vue, une certaine élévation de caractère et aussi un certain sens historique. On dirait que nous ne pouvons nous retenir de ramener les événements et leurs causes à notre taille et à notre entendement. Nous sommes de petites gens, en vérité. S'il nous était permis de nous installer à demeure dans ces quartiers élégants, peut-être dans cette climature deviendrions-nous rapidement des personnes présentables. Wagram, Friedland, Iéna, Tilsit. Ça sent fort l'épopée, les bottes, la poudre à canon. Je m'attarde à relire des noms de généraux, de maréchaux prestigieux. Hoche, Kléber, Marceau, MacMahon, Foch. Je ne suis plus le même. Un vent grisant monte qui fait claquer des étendards dans mon cerveau. C'est plus exaltant que rue Hippolyte-Mindron ou rue Brézan. Qui étaient-ils ces bons hommes-là? D'après le dictionnaire Larousse, l'un était sculpteur, l'autre philanthrope. Deux civils en tout cas. Tandis que sur cette place, on est de plein pied dans un passé triomphal. C'est une sorte de leçon d'histoire en plein air, et je voudrais dire de plein fouet. Tout cela me réconforte, me retrempe, et je me prends à fredonner des fragments de refrains patriotiques appropriés, tels que « Le rêve passe » ou « En revenant de la revue ». J'ai toujours eu la marotte de chanter en marchant de ci de là par les rues. C'est une façon d'orner le temps à mesure qu'il se dévide. Je le festonne. Un joli travail de patience. J'ai aussi la lubie de soliloquer. Non, c'est pas vraiment cela. Il m'arrive souvent de m'entendre articuler des mots ou des bouts de phrases, dépourvus généralement du moindre sens, ou plus précisément ne s'appliquant à rien. Je jurerais que c'est quelqu'un d'autre qui vient de parler. Tantôt c'est comme une réponse à une question. Mais laquelle? Ah ça non. C'est dit avec énergie. Ou tantôt une approbation. Ouais, c'est ça mon vieux. Je n'y comprends rien. Ou c'est un chiffre, un nombre qui me sort de la bouche. 82. À moins que je ne dise gentiment au revoir à je ne sais qui. D'autres fois, je me mets à crier en moi-même des grossièretés dont j'ai honte aussitôt. Ce n'est pas mon langage habituel, allez vous faire enfiffrer tas de sagouins. Où ai-je appris ces saletés? Est-ce que cela n'apporterait pas la preuve qu'il s'agit d'un autre? De l'autre con, pour m'exprimer comme lui? À qui s'adressent ces injures? À quel ennemi invisible? Suis-je un peu fou? N'y a-t-il pas lieu de s'alarmer? C'est comme lorsque la nuit on dort mal, mais c'est le jour.